1, 2. 1. Un peu de calme, merci. On a un petit problème technique là pour l'instant, 2 secondes. Quelques secondes et puis on va pouvoir commencer. Merci à tous d'être venus. Bon bah bonjour à tous, merci d'être venus, hein. Ça fait plaisir. Donc moi c'est Jean-Baptiste, je suis un des 2 capitaines sur le catamaran Energy Observer. Et avec moi il va y avoir Anaïs qui est notre directrice de communication. Voilà. Donc on a un petit souci technique qui devrait pas tarder à se résoudre, j'espère. C'est la première fois qu'on utilise en fait cette machine qui a été installée récemment et on sait pas. Ouais, c'est ça connecté mais avec tactile. Voilà. C'est une borne McDo mais C'est pour ça que ça vous promet beaucoup de travail. On est dans la bonne filière. Avec celle-ci-là, on peut tester comme ça, en descendant. Comme ça, ouais. Après, les règles comme ça. La technique, c'est juste en fait. Il n'y a pas de souci. Non, c'est ça tape ça ou quelque chose. Moi, normalement, je pouvais faire là, parce que c'est bon. Notre monde est confus. Charlot. Bon. On essaye. C'est quoi, Alexis? Ah ouais, le père. Bon, merci à tous. Un petit peu d'attention. Alors aujourd'hui, on reçoit le capitaine Jean-Baptiste et Anaïs qui s'occupent du bateau Energy Observer.
On avait proposé cette conférence l'année dernière et puis on n'avait pas été retenu par la région. Je vous remercie d'avoir répondu présent parce que je trouvais que c'était vraiment une idée sympa de montrer aux élèves des sections techniques et technologiques du lycée, en fait, tout ce qui est possible aujourd'hui et ce qui sont... alors c'est un bateau, ils vous expliqueront ça bien mieux que moi parce que moi en technologie je suis pas hyper fort. Mais je l'avais vu à la route du Rhum, il y avait eu une présentation qui avait été faite avec tout un tas de schémas et j'avais trouvé ça passionnant en fait parce que c'est certainement les moyens de transport de l'avenir et au-delà, ils ont reçu d'ailleurs un prix également sur la compression hydrogène, je crois, au niveau national. Et donc c'est un travail sur les énergies de demain et ça va certainement être en partie votre travail. Il va falloir, avec la transition énergétique, il va falloir vous coller à ce modèle, qu'on le veuille ou non, d'ailleurs, mais ça va certainement remplacer les énergies fossiles à moyen ou court terme. À bientôt. J'espère que je vous laisse donc en présence de Jean-Baptiste et d'Anaïs. Merci beaucoup. On va du coup vous faire une présentation du projet d'Energy Observer, de comment fonctionne notre bateau. Comment fonctionne le bateau, les technologies embarquées, et l'idée c'est que ce soit assez interactif, donc évidemment si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Jean-Baptiste va commencer. Jean-Baptiste, il est sur le bateau depuis 2018, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc moi je suis arrivé en 2018 sur le bateau. Donc moi mon profil c'est déjà j'aime la mer profondément. Donc j'ai commencé à naviguer dans la baie de Saint-Malo à 5 ans. Je suis aussi capitaine et chef mécanicien marine marchande. Et du coup, j'ai rejoint l'aventure en 2018 pendant le tour de Méditerranée. Notre projet, à l'origine de ce projet, il y a un homme, Victorien Irussard. Donc Victorien Irussard, comme moi, c'est un ami et mon patron, qui a commencé à naviguer aussi dans la baie de Saint-Malo, qui aime profondément la mer, qui est aussi officier marine marchande, donc c'est pas très original à Saint-Malo. Il était aussi coureur à la voile au large. La petite histoire qui est assez sympa, c'est que pendant une transat en binôme, pendant une transat Jacques Vabre, ils se sont retrouvés en blackout. Donc vous allez me dire, pas d'élec sur un bateau à voile, c'est pas bien grave. Mais en fait, si, parce que effectivement, il va y avoir tous les appareils de nav, les ordinateurs qui vont fonctionner avec de l'électricité. Et si vous voulez gagner, vous avez besoin de faire un point météo régulier, d'avoir un pilote auto qui barre 24 heures sur 24, donc c'est beaucoup moins de fatigue, etc., etc. Et donc, en gros, il s'est retrouvé en blackout en plein milieu de l'Atlantique. Il s'est dit, c'est pas possible, il y a du soleil, il y a du vent, je peux pas utiliser cette énergie pour la transformer en électricité. Et c'est de là que Energy Observer a germé dans sa tête. Donc, Energy Observer, c'est un catamaran d'exception, puisque pour que notre projet ait plus de sens, ce catamaran, c'est du recyclage. Donc en fait, c'est un catamaran de course au large qui a été construit en 1983 au Canada pour Mike Birch. Je ne sais pas si vous connaissez. En général, c'est plus ma génération qui connaît que les jeunes. Et du coup, le bateau a fait sa première transatlantique en 1984. À l'époque, il pesait 10 tonnes. Il faisait 24 mètres. Et maintenant, il en fait 35 tonnes et il mesure 31 mètres. Donc voilà tous les changements qu'il y a eu sur le bateau. Donc le bateau, on l'a récupéré en 2015. Le pauvre était en train de pourrir sur les quais de l'Orient. Donc on l'a récupéré, on l'a modifié. Donc il y a eu 2 ans d'intégration de toutes les technologies qu'on va vous présenter. Et le bateau est parti le 27 avril 2017. Et donc là, à l'heure actuelle, le bateau est à Kourou. On a effectué 60 000 milles nautiques. Donc on a déjà fait un tour du monde, mais ce tour du monde, il va vraiment se boucler à Paris en juillet 2024 pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Et du coup, voilà.
Alors, je vais continuer un tout petit peu pour vous donner aussi le pourquoi Victorien est passé de la course au large à la protection de l'environnement. Donc, comme disait Jean-Baptiste, il a fait l'officier polyvalent de marine marchande, il a fait des courses nautiques, et il s'est aussi rendu compte de la pollution des navires sur les océans. Ce qu'on vous montre ici, c'est le nombre de navires de commerce qui circulent chaque année dans le monde. Donc chaque petit point que vous voyez, c'est un navire. Et encore, il y a plein de navires qui ne sont pas déclarés, puisque ça, c'est des infos qu'on trouve en ligne quand les bateaux vont avoir un système de tracking satellite, mais beaucoup ne l'ont pas. Et si on considère la pollution générée par tous ces bateaux, donc ça, c'est les lignes de fret, donc c'est tous les bateaux qui sont un peu la colonne vertébrale du commerce mondial. Aujourd'hui, si vous achetez n'importe quoi sur Internet, il y a 80 à 90% de chances qu'il est passé par un bateau à un moment ou à un autre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont produites ailleurs et que 90% du volume mondial des biens passe par les mers. Et ça reste malgré tout le moyen le plus écologique de faire du transport parce qu'au kilomètre, ça émet moins de CO2 que l'avion, que le secteur routier, etc. Mais malgré tout, si on additionne toutes les émissions... Oups là, je vais aller trop vite. Si on additionne toutes les émissions de CO2 générées par le transport maritime, ça fait 3% d'émissions mondiales. On se dit, bon, 3%, au final, ça va. 3%, c'est le même émission qu'un pays comme l'Allemagne ou le Japon. Donc un pays industrialisé, etc. Le transport maritime, c'est au même niveau en termes de pollution qu'un pays de ce niveau-là. Et donc c'est là où Victorien a fait le constat qu'il y avait un problème et qu'il a décidé de consacrer son énergie à des systèmes énergétiques plus intelligents, de davantage utiliser les moyens que nous offre la nature aussi pour produire de l'énergie, parce que du soleil on en a quand même pas tout le temps en Bretagne, mais on en a quand même régulièrement. Du vent on en a, il y a plein de moyens qui existent pour produire de l'énergie autrement qu'avec les énergies fossiles. Et donc tout ça, c'est le point de départ d'Energy Observer. Et Jean-Baptiste vous parlait du bateau, à quoi il ressemblait avant. Donc ça, c'est une des photos de ses premières navigations quand c'était Ensign New Zealand. Alors, en fait, au tout début, c'était My Birch avec Formule Tag. Et donc Sir Peter Blake, a récupéré le bateau en 1993. Il a dû en fait renforcer le bateau pour affronter les mers du Sud avec 2 poutres longitudinales. Hop. Et il a gagné le trophée Jules Verne, donc un tour du monde en équipage en 1994. Donc quand je vous disais que c'était vraiment un super bateau avec un background incroyable, bah voilà. Donc du coup, nous sur le bateau d'origine, il y a donc les 2 flotteurs et les 3 bras de liaison. Et vous allez voir, on a retiré le mât et les voiles. Pour comprendre un petit peu mieux le projet, on va vous passer cette vidéo de présentation. Donc c'est la voix de Victorien qui raconte un petit peu pourquoi Energy Observer. Notre monde est confronté à des défis d'une ampleur inédite, qui menacent nos écosystèmes, les populations qui vivent sur les littoraux et nos modes de vie. Or, nous n'avons qu'une seule planète, un seul vaisseau pour les générations futures. Nous savons que l'humanité a fait de la production, de la croissance et de la compétition la source de son bien-être en détruisant le vivant. Nous avions oublié que nous faisions partie de cette nature que nous détruisons en tant qu'espèce plus prédatrice que nulle autre. Partout, des entreprises, des femmes et des hommes se mobilisent, interpellent les décideurs et nous renvoient à nos responsabilités. Chez Energy Observer, nous pensons que la seule croissance possible est celle qui préserve nos ressources naturelles et humaines. Et pour cela, nous devons ensemble ouvrir de nouvelles voies. Avec nos partenaires, nous voulons changer de monde. Un monde où l'impact de la production d'énergie est supportable pour l'environnement. Un monde où se déplacer ne provoquerait plus de pollution ni de maladies respiratoires. Un monde où l'homme cohabite avec les autres espèces, entretient les écosystèmes et bénéficie de l'expérience de la nature. Energy Observer veut participer à la construction de ce nouveau monde et veut inventer des solutions durables pour la mobilité de demain. Grâce à ses 30 000 milles nautiques d'expérience en autonomie énergétique, à l'hydrogène et aux énergies renouvelables, Energy Observer conçoit et dessine des systèmes énergétiques intelligents. Nous mobilisons les connaissances, interrogeons les meilleurs scientifiques et partageons les enjeux du dérèglement climatique.
En tant qu'ambassadeurs français des objectifs du développement durable, nous sensibilisons tous les publics à la transition écologique et nous souhaitons que cette transition ne laisse personne de côté. En quête de ces nouveaux chemins du savoir, Energy Observer vous propose d'explorer autrement notre planète. De faire du voyage une destination, des défis, des opportunités et des obstacles autant d'aventures, pour aller plus loin, beaucoup plus loin. Désolée, il y a un petit problème pour mettre la vidéo en plein écran. Juste pour vous expliquer rapidement aujourd'hui Observer ce que c'est en termes d'entreprise. Donc le point de départ de tout, et après on va vous expliquer tout ça plus en détail, c'est le bateau, notre navire laboratoire de la transition énergétique, donc qui a été mis à l'eau en 2017 et qui navigue depuis autour du monde. On a aussi monté d'autres structures, une partie qu'on appelle Energy Observer Foundation, c'est tout ce qui est la sensibilisation et des contenus pédagogiques autour de la transition écologique. On fait aussi beaucoup de productions audiovisuelles. On a beaucoup de vidéos sur YouTube, mais on a aussi fait des documentaires. Et enfin, on a une partie plutôt industrielle qui conçoit des technologies qui s'appuient sur l'hydrogène, notamment pour avoir des solutions d'énergie propre. Donc c'est vraiment, en gros, le retour d'expérience qu'on essaye en fait d'industrialiser. Je vais lancer la vidéo, j'y vais, si tu veux... expliquer un peu le fonctionnement du bateau. Donc voilà, donc le bateau, là c'est la forme aboutie aujourd'hui, hein, parce qu'il y a eu pas mal d'étapes et pas mal de tests divers et variés. Donc là, vous pouvez voir le bateau avec des ailes, donc c'est pas des voiles, hein, c'est vraiment pas le... si vous comparez avec un voilier standard, là vous pouvez voir que c'est vraiment un profil équivalent à une aile d'avion, donc qui fonctionne en écoulement laminaire. Donc c'est, si vous comparez avec un jeu de voile standard, en gros c'est quasiment 2 fois plus performant. Et avec 65 mètres carrés de toile, je ne sais pas s'il y a des navigants, mais bref, on arrive à pousser un bateau de 35 tonnes à quasiment 8 nœuds avec 20 nœuds de vent. Donc c'est vraiment c'est incroyable les performances de ces ailes. Ensuite, vous avez pu voir, donc il y a pas mal de panneaux solaires. Ces panneaux solaires, au départ, on avait 90 mètres carrés la première année. Ensuite, on a intégré 140 mètres carrés, donc 50 mètres carrés supplémentaires. Et actuellement, on est à 202 mètres carrés de panneaux solaires. Et donc, vous pourrez voir qu'il y a plus beaucoup d'endroits où on peut en installer. Donc ça, c'est pour les énergies renouvelables. Donc je vous disais qu'on avait testé tout un tas de choses. Donc là, vous pouvez voir, on a testé en 2017 des éoliennes à axe vertical. Donc on trouvait ça déjà super joli esthétiquement. Le bateau était vraiment super beau. Et pourquoi vertical? Parce que ça tourne beaucoup moins vite. Donc déjà, il y a beaucoup moins de désagréments au niveau du bruit. Ce qu'on a pu voir au bout d'un an, c'est que ça valait vraiment pas le coup. On est toujours en train d'essayer de voir qu'est-ce qui est le mieux pour le bateau en termes de consommation, de production, etc. Là, on a vu que sur un bateau qui avance, que ça faisait beaucoup de prises au vent quand le vent venait de face. Et donc, on s'est dit on ne peut pas garder les éoliennes, donc on les a retirées du bateau. Donc c'était vraiment cool les premières années, parce qu'on avait un petit peu plus de moyens, c'était avant Covid. Donc on a pu tester tout un tas de choses. On a testé aussi une aile de kite. Donc on voulait avoir un moyen vélique, parce que le vent, ça coûte rien et il y en a quasiment partout, hein. Donc après, c'est plus ou moins constant, donc ça vient aider, bien sûr. Donc on a testé une aile de kite, c'était une aile de kite de 50 mètres carrés, qu'il fallait en fait envoyer à la main, récupérer à la main. On a vite vu que c'était un petit peu dangereux. Donc c'est pareil, on a arrêté. Mais on avait besoin d'un moyen vélique, parce qu'à bord du bateau, donc on a des moteurs de propulsion qui sont électriques, et ces moteurs de propulsion sont réversibles, et donc on peut les utiliser en moteur, mais aussi en générateur. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin de faire avancer, de tracter le bateau avec un moyen vélique.
Donc du coup, c'est là où en 1, 2, 1, 2. Et du coup, c'est pour ça qu'en 2019, on a installé ces ailes. Et là, c'est le drame. Donc c'est là où on a installé donc des ailes, ce qui nous a permis déjà d'une part d'économiser énormément d'énergie puisque on avait moins de consommation via nos moteurs de propulsion. Et en plus, indirectement, on peut produire de l'énergie puisque quand le bateau est tracté seulement par le vent, on a assez de vitesse, ça va entraîner les hélices de propulsion et on va produire de l'énergie avec nos moteurs de propulsion. Donc voilà pour les énergies renouvelables. 202 mètres carrés de panneaux solaires. Donc à bord, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a 3 types de panneaux solaires. Donc ici, on a des panneaux bifaciaux. Donc c'est des panneaux qui ont été conçus par l'INES. Donc c'est la partie donc du commissariat à l'énergie atomique, mais la partie renouvelable, qui a conçu ces panneaux spécialement pour nous. Donc là, c'est des panneaux, donc qui sont encapsulés l'un sur l'autre, en fait, et ça vous permet en fait de capter la réflexion du soleil dans la mer. Dessous, vous verrez sur d'autres diapos, mais c'est défilé, donc vous pouvez récupérer la réflexion du soleil. Et ensuite, on a 2 générations donc, de panneaux flexibles. Et ces panneaux flexibles, ils ont plusieurs intérêts. C'est que déjà, ils sont faciles à intégrer sur le bateau puisqu'ils sont collés. Et même sur des formes un petit peu, des formes rondes, etc., ils sont très faciles à intégrer. Et ensuite, ils sont costauds. Donc c'est vraiment pratique parce qu'on peut marcher dessus. Donc ça veut dire qu'on peut en mettre à beaucoup plus d'endroits. Voilà. Et ensuite, donc, on a une chaîne hydrogène. Les panneaux solaires rechargent les batteries. Bon, les batteries sont à 100%. Avec l'excès d'énergie des panneaux, on va produire de l'hydrogène par électrolyse. On va décharger les batteries. Et une fois qu'elles vont être à un certain seuil, on va démarrer la pile à combustible pour pouvoir produire de l'énergie pour notre consommation, mais aussi pour charger les batteries. Alors à bord, donc on a vraiment une petite usine. Donc on va produire nous-mêmes notre hydrogène. Donc au départ, il y a l'eau de mer. On va pomper cette eau de mer. On va avoir un premier étage pour désaliniser l'eau. Okay. Donc cette eau-là va nous permettre l'eau du bord pour la douche, la cuisine, etc. Cette eau, elle va passer après par 2 étages supplémentaires pour la purifier, la déioniser, parce qu'il va y avoir besoin d'une eau vraiment pure, sans aucun minéraux, pour pouvoir en fait produire de l'hydrogène. Et ensuite par électrolyse, donc c'est un phénomène, électrochimique. Là on va casser la molécule d'eau et on va obtenir de l'hydrogène et de l'oxygène. L'oxygène, on va le rejeter à l'atmosphère, parce qu'on n'a pas d'application pour ça. On va garder juste l'hydrogène, qu'on va compresser via 2 compresseurs jusqu'à 350 bars, et qu'on va stocker dans des bouteilles. Donc là, nous, on compare toujours, on a des batteries 400 volts, c'est vraiment le stockage à court terme. Et après, l'hydrogène, c'est du stockage à long terme. Pourquoi ? Parce que cet hydrogène, une fois qu'il est dans vos bouteilles, vous pouvez l'utiliser quand vous voulez. Okay ? C'est surtout, vous pouvez le garder, si vous voulez le garder 1 an, vous pouvez le garder 1 an. Et ça, c'est vraiment intéressant plutôt que de stocker l'énergie sous forme batterie. Voilà. Après, on a besoin des batteries parce que ça va être un tampon et on ne sait pas faire sans ce petit tampon d'énergie.
Et puis c'est aussi pour des raisons de sécurité. Puisqu'à bord, on a 100 kWh de batterie, ce qui correspond à 15 heures d'autonomie. Donc vous imaginez quand vous êtes au milieu de l'Atlantique ou du Pacifique, 15 heures d'autonomie, c'est que dalle. Okay, donc c'est pour ça que là, vous allez avoir le soleil, le vent qui va vous permettre d'économiser de l'énergie ou de produire via les moteurs de propulsion qui vont devenir générateurs. Et le backup, notre groupe de secours, ça va être la pile à combustible qui, avec l'hydrogène, va produire de l'électricité. Ok, alors pour voir un petit peu à quoi ressemble le bateau, on a cette petite vidéo de visite. Laissez le son. Donc c'est une vidéo qu'on avait tournée Bienvenue à bord d'Energy Observer. En 2020. Je vais vous faire une petite visite. 2020, c'est ça. Donc, version 2020. C'est notre capitaine, un de nos capitaines et notre fondateur. Donc là, on est dans le cockpit. Et là, vous voyez le bateau. Avec la timonerie, avec JB, capitaine en second. Hop, voilà, là on arrive dans le carré. Là, c'est les pièces de vie. On a Agathe, notre reporter embarqué. Voilà. Ici, on a la cuisine. Tac. Vous avez vu, c'est Julien, hyper confort. Ouais. Qui est sur Le bateau management rentrera des l'année systèmes prochaine en Bretagne. Donc j'espère que vous Alors, aurez on a l'occasion 6 de cabines, venir nous voir. dont une qu'on peut Là, voir c'est ici. les cabines, celle du capitaine en l'occurrence. Tac. Toujours bien rangée. Voilà, voilà. Très confort ce bateau. On arrive sur le flotteur tribord. On a Katia, biologiste marin. Voilà, Jérôme, chef d'expédition. Donc là, on avait une grosse équipe parce qu'on était en train de Francine, faire un documentaire. apnéiste, photographe. Voilà, voilà, notre là, matériel on de était, plongée, 10 à nos bord. belles ailes de propulsion. Voilà, ici, on a notre chaîne hydrogène avec un électrolyseur, une pile à combustible, un compresseur. Et donc ici, on a nos réservoirs hydrogène. Il y a On se 4 retrouve à réservoirs l'avant de du chaque navire côté du avec bateau David, notre bosco. qui sont dans les caissons que vous venez de voir. Sylvain, chef opérateur. Et Phil Gérald, réalisateur. Là, vous voyez, c'est vraiment une grosse équipe. En général, pour faire marcher le bateau, on a besoin d'être entre 5 et 6 personnes. Et là, on était le double pour toute l'équipe de production. C'est les caméramans, les pilotes de drone, le réalisateur, le preneur de son, etc. Ça prend aussi beaucoup de monde. Si on continue sur le bateau, là c'est l'intérieur, ce que vous avez vu le cockpit, là où s'installe le capitaine et tout membre d'équipage lorsqu'on fait les quarts notamment, où là vous pouvez aussi avoir une vue sur tous les différents appareils de navigation et aussi les technologies, sur la production énergétique, la consommation, mais ça on vous en dira un petit peu plus juste après. Et là c'est la partie intérieure du bateau, l'espace de vie, le carré, où on a la cuisine sur la gauche et à droite l'espace où l'équipage se retrouve pour manger, travailler, enfin voilà, pour tout ce qui est vie à bord, on va dire. Donc 65 mètres carrés habitables, avec 6 cabines, 4 cabines doubles, 2 cabines simples. Ok, bon maintenant qu'on a montré les choses de la vie et l'espace, on va dire, qu'on voit aux visites, on va vous faire rentrer dans les cales et les espaces techniques pour un peu comprendre comment tout ça fonctionne. Alors là, on est sur la dessale. Donc, le dessalinisateur, en fait, c'est de l'osmose inverse. Donc, vous faites passer de l'eau dans des membranes qui va venir en fait filtrer tout simplement votre eau. Donc, on a le premier étage qui est d'un côté et le deuxième et troisième étage de l'autre côté. Alors là, ça va être l'électrolyseur. Les 2 étages de compression, donc un premier étage, un premier compresseur pour monter à 150 bars et un deuxième étage pour monter jusqu'à 350 bars. Et ensuite, on va venir stocker ça dans des réservoirs, en gros réservoir carbone avec une chemise en aluminium. Donc quand on est full hydrogène, on a 62 kg d'hydrogène, ce
qui correspond à 2 MWh d'énergie. 1 MWh sous forme électrique et 1 MWh sous forme calorifique. Parce qu'on va récupérer toutes les calories en fait de la réfrigération. Là, c'est les batteries 400 volts. Donc, on a 2 parcs comme ça de 50 kWh. Notre pile à combustible. Donc, cette pile à combustible, donc on a commencé avec une pile à combustible du CEA. C'était un prototype. Et ensuite, on travaillait déjà un petit peu avec Toyota. On a intégré donc une pile Toyota. C'est celle de la Mirai. Je ne sais pas si vous connaissez le véhicule hydrogène Toyota. Et du coup, donc c'est la Rex H2. Alors, ce qui est assez cool, c'est que pour nous, je ne sais pas si vous avez déjà vu les car shows un peu, où on peut voir des autocollants sur les véhicules et on voit un petit peu comment sont dispatchés un peu tous les éléments. Donc là, on peut voir que sur la Mirai, tout est dispatché de l'avant à l'arrière de la voiture, donc ce qui fait quand même un sacré volume. Et pour nous, ils ont compacté tout ça pour que ça puisse rentrer dans le bateau plus facilement. Et ils ont fait tout un tas de tests en laboratoire pour voir qu'est-ce qui allait se passer sur un bateau où vous êtes soumis au mauvais temps, donc avec les mouvements de plateforme, etc. Ne pas avoir des stops de sécurité, par exemple, de niveau, ce genre d'alarmes qui peuvent facilement arriver dans le mauvais temps. Donc, puissance max, elle peut donner 80 kWh. Ensuite, la grosse plus-value de notre projet, ça va être l'EMS, l'Energy Management System. Donc en fait, ça va être les automates qui vont gérer en fait la mixité énergétique. Cette page, elle est assez sympa, on la regarde assez souvent puisque on sait tout de suite quelle va être la production, la consommation d'énergie. Okay. Donc là, vous pouvez voir tous les panneaux solaires sont représentés. Après, ils vont être regroupés par champ, parce que à bord, en fait, il y en a qui vont être à bâbord, à tribord, avec différents angles. Donc il y a des stratégies un peu de regrouper les panneaux en fonction de où ils se trouvent à bord, et aussi de répartir. Comme ça, si jamais vous perdez un champ, vous perdez pas en fait tous vos panneaux solaires. Ok. Donc là, c'est nos batteries 400 volts. Donc nous, le jeu pour nous à bord, ça va être de garder ces batteries entre 30% et 100% de charge. 30%, pourquoi ? Parce que ça vous permet de réfléchir pour résoudre un problème si jamais il y a un problème. Ce qui peut arriver lors d'une mise à jour, parce que ça reste beaucoup d'ordinateurs, d'automates avec des mises à jour qui peuvent planter assez facilement. Moins aujourd'hui, mais il y a quelques temps, c'était plutôt pas mal. Après, on a tout un tas de batteries 24 volts. Donc pour tous les essentiels, batterie 24 volts, ça va être pour les appareils de navigation, de communication, les frigos, le gain d'eau, tout ça, ça va être dans les essentiels alimentés en 24 volts. Et là, on peut retrouver notre stockage hydrogène. Donc là, on a nos bouteilles. Donc on en a 4 de chaque bord, mais là, il n'y en a qu'une seule qui est représentée. Vous voyez là, il restait 870 kWh dans chaque bouteille. Alors ici, on voit assez facilement, donc ça c'est la production par heure en solaire. L'hydrolien, c'est quand on va utiliser nos moteurs de propulsion en générateur. L'éolien, donc c'est pas vraiment une production, c'est une économie d'énergie. On sait exactement combien on consomme avec nos moteurs de propulsion pour chaque point de vitesse. Okay. Donc, tout simplement, quand on va arriver à aller à 1 nœud, 2 nœuds, 3 nœuds, 4 nœuds, on va savoir exactement combien on a économisé en énergie. Et ce qu'on a vu depuis 2018, quand on a installé les ailes, on économise en gros entre 40 et 60% d'énergie, donc ce qui est assez énorme. Donc ça a été vraiment aussi une façon d'étendre notre autonomie énergétique. Voilà, donc là c'est quand on utilise la pile à combustible. L'économètre, donc l'économètre c'est hyper intéressant pour nous, parce que là on est dans le vert,
ça veut dire qu'on est à 14 kg en positif. Okay, si vous êtes à 0, ça veut dire que la production est égale à la consommation. Et si vous êtes dans le rouge, ça veut dire que la consommation va être supérieure à la production d'énergie. Voilà. Alors, pour vous donner une petite idée de la distance qu'on a parcourue jusqu'à aujourd'hui, donc on a dit qu'on avait fait plus de 60 000 milles nautiques. Et là, ça vous montre un petit peu le parcours du bateau. On est parti en 2017 de Saint-Malo. On a fait une première année avec un Tour de France. 2018, on a fait le tour de la Méditerranée. 2019, l'Europe du Nord. Donc on est monté jusqu'au Spitzberg, ce qui était assez haut et ce qui permettait surtout de tester le navire dans des conditions météorologiques très différentes de ce qui avait pu être testé en 2018, plein été en Méditerranée, versus on s'approche du pôle Nord. Et ben versus, quand on est arrivé donc, au Spitzberg, par 80 degrés de latitude nord, donc là c'était au mois d'août, mais c'était encore les journées polaires, donc ça veut dire 24 heures, 2 jours. Pas de nuit, en fait vous voyez le soleil qui fait une virgule devant l'horizon et qui remonte tout de suite. Mais le truc pour un bateau solaire où tous les panneaux sont quasiment horizontaux, c'est pas comme sous les tropiques où le soleil va être au zénith très rapidement. Là, quand vous êtes dans ces latitudes-là, le soleil est toujours très très bas. Donc les productions n'étaient pas folles, on va dire. Et l'avantage de naviguer et de tester notre navire dans ces différentes latitudes, c'est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer ces technologies, comment on peut les rendre plus efficaces et plus adaptables aussi selon les conditions météo, et de se dire que si on veut qu'elles soient répliquées à plus grande échelle, il faut qu'elles puissent convenir à des personnes qui vont vivre dans différents endroits dans le monde. Et donc c'est tout l'intérêt de ce navire laboratoire et de ce tour du monde, c'est à la fois d'avoir ce rôle de laboratoire technologique et de sensibilisation, parce que là, c'est ce qu'on va voir après. Donc je finis juste sur le petit tour. On était au Spitzberg en 2019. 2020, on devait aller au JO de Tokyo, mais le Covid est arrivé, donc on a dû revoir un petit peu notre organisation. On a quand même fait notre première transatlantique, et on a beaucoup navigué dans les Caraïbes cette année-là. Et justement, documenter un peu à quoi ressemblaient les océans sans transport maritime, et quand on était un peu le seul bateau sur l'eau, parce que l'avantage d'avoir un bateau autonome en énergie pendant le Covid, c'est qu'on pouvait continuer de naviguer. 2021, on est allé en Californie, on a fait notre première traversée du Pacifique. 2022, on était à Singapour, on a évolué beaucoup dans l'Asie du Sud-Est jusqu'en Inde. Et 2023, cette année, on a beaucoup navigué en Afrique, plutôt Afrique subsaharienne, côté Est jusqu'en Afrique du Sud. On est remonté en Namibie. Et le bateau a fait sa deuxième transat jusqu'au Brésil. Donc, pour donner quelques chiffres, donc on a été dans plus de 40 pays, plus de 60 000 milles nautiques, ça fait largement plus de 100 000 km. 84 escales en comptant celle de Guyane, où est le bateau actuellement. Et on a aussi un village d'exposition qui est gratuit, ouvert au public, qui suit le bateau sur les escales de plus grande envergure, on va dire, et qui a été exposé déjà 17 fois. Alors justement, avec Jean-Baptiste, on était embarqués ensemble récemment sur le bateau pour la deuxième traversée de l'Atlantique. On voulait vous montrer cette vidéo pour voir un peu les conditions de navigation, la vie à bord, et avoir du coup quelques images, donc là qui sont très récentes, parce qu'on est revenu, parce qu'on est rentré début novembre. Début novembre. Et voilà, c'est reparti. Donc on vient tout juste de partir de Namibie. On va se faire une petite transat Atlantique Sud. Ça va être la deuxième transat du bateau, mais la première dans l'hémisphère sud. Première étape, Namibie-Sainte-Hélène. Deuxième étape, Sainte-Hélène, Fortaleza au Brésil. En tout, ça va être à peu près 3300 milles. C'est parti pour la transatlantique, ça va être ma plus longue navigation. Ma première transatlantique. Ça devrait bien se passer avec le vent dans le dos, le courant dans le dos. Enfin, comme une transat, quoi, j'ai envie de te dire. Pour le premier tronçon pour Jamestown, on a 1250 milles. Ça devrait mettre entre 8 et 10 jours de traversée. Ça va envoyer. Alors, petit briefing météo pour ce premier tronçon de transat entre Walvis Bay et Jamestown sur l'île de Sainte-Hélène. On a des conditions hyper favorables avec un début d'alizé qui va nous produire entre 15 et 25 nœuds quasiment pendant toute cette traversée. Donc par contre ça va générer un petit peu de mer quand même. Les fichiers prévoient entre 3 et 4 mètres de creux. Ça va être un peu sportif.
Pour l'instant, la mer ne se calme pas. On a une belle houle qui nous secoue les estomacs, mais pour l'instant, tout va bien. On a du soleil aussi, ce qui n'était pas forcément le cas ce matin au réveil. Et le bateau avance bien, entre 8 et 10 nœuds depuis quelques temps, donc espérons que ça reste comme ça. Là, on va aller faire le tour du bateau en vérifiant cale par cale si on n'a pas des voies d'eau, s'il n'y a pas des choses qui sont tombées à l'intérieur, s'il n'y a pas de casse. Alors on essaye de faire ça tous les jours avec des conditions de mer comme celles qu'on a eues depuis le départ de Walvis Bay, parce que le bateau il prend quand même des beaux paquets de mer. Ça fait 7 jours qu'on est parti de Namibie, sur une mer assez agitée mais qui nous est favorable, grâce à un bon vent arrière et à un petit courant marin qui nous pousse tout droit vers Sainte-Hélène. Là on commence à voir les côtes de Sainte-Hélène, un peu perdues dans les nuages, et on va découvrir ça aujourd'hui. Sainte-Hélène, ça va être la 82e escale d'Energy Observer. Ça va être assez inédit comme expérience parce que c'est vraiment une petite île perdue de l'Atlantique Sud, il n'y a rien autour. C'est encore un paysage incroyable. Je pense qu'on viendra une seule fois dans notre vie ici. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cette chance dans une existence. Et puis d'arriver en plus par la mer, c'est quand même assez incroyable. C'est une île assez mythique, assez connue parce que ça a été un lieu d'exil des Napoléons. Donc dans l'histoire de France, c'est un lieu que tout le monde connaît dans les livres d'histoire. Tout le monde sait que c'est à Sainte-Hélène, mais on ne sait pas forcément où c'est. Nous maintenant, on sait où c'est. Cette escale à Sainte-Hélène, pour nous, c'est vraiment une chance parce que le transatlantique, c'est long. Ça va nous permettre de remplir nos frigos, de refaire le plein de frais, de faire une relève d'équipage, de bosco et d'ingénieurs. Et puis ça va nous permettre de mieux connaître cette île, de découvrir son modèle énergétique et les défis auxquels elle doit faire face. Nous quittons Sainte-Hélène en direction de Fortaleza pour la deuxième partie de la transatlantique sud. C'est une très belle escale, mais ça fait du bien aussi de repartir en mer. On a bien dit au revoir à tous les habitants de Sainte-Hélène, dont ceux qu'on n'attendait pas forcément. Cap sur le Brésil maintenant, on a une quinzaine de jours de navigation qui nous attendent. Ça fait un moment que j'ai pas navigué, très content de reprendre la mer. On devrait avoir le vent, le courant avec nous, mais un petit peu moins fort. C'est à peu près 2000 milles nautiques, entre 15 et 17 jours. Et ils sont tous à l'arrière tribord. Trop bien. Regarde. On aime toujours autant voir les mammifères. On se lasse pas de ça. Surtout du coup là c'était des pseudorques. Ah là. Et les frites. Bah c'est dimanche. Dimanche, c'est un petit repas particulier. C'est quand même plus sympa pour marquer le coup quoi. Il faut le savoir. Il nous a régalé pendant la navigation. Il est 7h du matin, je viens de finir mon quart de nuit. On profite de ce calme matinal pour bricoler un peu en silence. On navigue à la voile, donc le bateau est vraiment très calme. Il y avait une mer un peu plus formée encore hier, qu'on a eu pendant à peu près 4-5 jours. Puis là, ça commence à se calmer gentiment. On va récupérer du courant aussi aujourd'hui pour nous amener tranquillement jusqu'à Fortaleza. On va arriver au Brésil d'ici 3-4 jours environ, donc c'est la fin de cette deuxième transatlantique pour Energy Observer. C'est une super expérience. C'est déjà la fin de la transatlantique, ça aura duré 3 semaines de mer environ, 1 mois en tout si on compte l'escale à Sainte-Hélène. Au niveau conditions, c'était un peu mou, mais assez intéressant. On a pu faire un peu fonctionner toutes les énergies à bord, puisque quand il y avait plus de vent, il y avait moins de soleil. Quand il y avait moins de vent, on a fait des belles journées d'ensoleillement. C'est une transatlantique qui s'est très bien passée au niveau énergétique. On a fait beaucoup de journées au-delà des 100 kWh. Et donc combiné au vent, ça nous a permis d'utiliser assez peu d'hydrogène. Et puisqu'on arrive avec 65% d'hydrogène restant dans les réservoirs. Après avoir parcouru au total 3385 milles entre Walvis Bay en Namibie et Fortaleza au Brésil.
Il y a beaucoup d'enthousiasme autour de l'avenue du bateau. On va avoir une escale qui va commencer le 16 novembre. C'est toujours hyper enthousiasmant de voir que le bateau, après 6 ans, continue toujours de susciter la ferveur là où on va. Vous avez vu, hein, la vitesse moyenne n'est pas exceptionnelle, mais nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment aller loin. Après, on essaye d'augmenter cette vitesse moyenne chaque année, en optimisant le plus possible tous nos systèmes. Mais bon, voilà, l'objectif premier, c'est d'aller loin pour le moment. Et effectivement, donc là dans la vidéo, on a vu qu'on a vu des bonnes conditions de navigation. On a eu du vent au portant, donc du vent plutôt dans le dos, des courants qui nous portaient dans la bonne direction. Ça se passe pas toujours comme ça. Des fois, on va avoir de la casse, des fois, on va être dans une mer beaucoup plus formée. Et là, la vidéo qu'on voulait vous montrer, ça s'était passé pendant la traversée du Pacifique, donc en 2021. Il y avait eu des conditions de mer assez fortes, on peut le dire, et il y avait eu un petit peu de casse. Et donc du coup, c'était assez problématique parce que c'était à Hawaï que ça va se passer. Donc Hawaï, c'est en plein milieu du Pacifique, et donc le bateau était loin d'être arrivé à destination. Et avec des panneaux solaires en moins, ça veut dire qu'on produit moins d'énergie, et que quand on doit naviguer longtemps, et que s'il n'y a pas beaucoup de soleil ni de vent, ça peut assez vite être problématique. Donc Julien, qui est ingénieur à bord, s'était donné la mission d'aller chercher des panneaux solaires sur l'île, ce qui n'était pas simple. On va essayer de trouver des panneaux solaires pour remplacer ceux qui ont été cassés lors de la traversée. Sinon tu peux rien leur confier. À chaque fois que je reviens, il y a tout qui est cassé, les ailes qui marchent plus, les pompes qui sont en vrac. C'est plaisir. On a perdu un panneau. Il y a un bifacial qui est pété là. Là on a pris vraiment des grosses vagues qui sont venues taper les bifaciaux par en dessous. Et du coup on en a 3 qui sont vraiment endommagés. On se rend chez Hank Rogers, un généreux donateur qui peut nous dépanner du coup 3 ou 4 panneaux solaires pour essayer d'adapter sur le bateau. Pour moi c'est toujours compliqué quand on arrive dans des îles, des milieux un peu isolés, quand il manque des pièces. Généralement tu les trouves pas. Perfect. And they're tied together to make a 48. C'est la caverne d'Ali Baba. J'aimerais bien que ce soit comme ça chez moi, mais ça sera jamais comme ça. Ça va être super, on va essayer d'alléger un peu en enlevant les câbles, mais il faut que ça reste quand même costaud avec les vagues pour qu'on teste comme ceux d'avant. Il va falloir les intégrer parce que c'est beaucoup trop grand. On va pas être forcément symétrique sur le bateau, mais bon, on a déjà eu le cas avec les éoliennes, voilà, pour moi c'est un bateau aussi de recherche. Donc, allez, vas-y, pour allez, saute. Wow! Holy cow. We're so enthusiastic about what you guys are Qui doing. s'appelle Perrier, c'est pas mal, Laurent Perrier. Bon bah voilà, ça c'est une bonne chose de faite, on a fini d'en installer 2 sur les 3 qu'on nous avait donnés. Combien on l'a fait 200 par 100. Ouais, ça passe ça en fait. Le troisième malheureusement, sans l'installer, on l'a cassé. Donc ça en fera un de moins, mais ça fait déjà toujours 2 de plus que ce qui était prévu. On a profité pour faire un gros check de tous les panneaux aussi du bateau pour voir un peu comment ça avait vieilli, parce qu'il y a beaucoup de prototypes. On a eu 2-3 surprises, 2-3 fusibles qu'on a dû remplacer. Et dans l'ensemble, c'est plutôt satisfaisant. Sur une journée où on a un bon soleil, on va récupérer à peu près 10 kW. On avait quand même pas mal perdu en puissance sur nos panneaux solaires, et là grâce à Paul et Henk, donc encore un grand merci à eux qui nous ont aidés, et on a pu partager encore pendant cette escale plein de belles choses, et ça fait toujours chaud au cœur, voilà. Donc
c'est vraiment le côté un peu fun de Tour du Monde où sur chaque escale, on connaît personne, on arrive et il faut se dépêcher de connaître le maximum de monde pour pouvoir nous aider. Parce qu'après, c'est pareil, hein, on n'a pas des moyens illimités, puisqu'on fonctionne grâce à des partenaires privés. Et voilà, c'est souvent vraiment beaucoup de l'entraide entre les gens, et ça, c'est vraiment super sympa. Voilà. Alors, on vous a beaucoup parlé du bateau. On va faire une mini aparté sur ce qu'on fait par ailleurs. On a une équipe de production audiovisuelle embarquée. On a 2 journalistes qui, chacune fait partie des équipages. En fait, on a deux bordés dans notre équipage. Et donc, on a des productions documentaires. On a notamment produit une série documentaire qui s'appelle L'Odyssée pour le futur. Il y a 13 épisodes en tout, de 52 minutes, qui ont été produits et diffusés surtout avec Canal et qui sont disponibles en ligne. Et on a aussi fait un documentaire de 90 minutes en 2019 lorsque le bateau est allé au Spitzberg. Quand vous parlez tout à l'heure qu'on allait très au nord, on va dire proche du pôle Nord, on a fait un documentaire là-dessus. Et on a également beaucoup de vidéos que vous pouvez retrouver en ligne qui sont gratuites, librement accessibles sur notre chaîne YouTube notamment. Qui suivent en fait toute l'odyssée du bateau, qui vont aussi avoir des fois des focus un peu plus soit sur des technologies, sur des enjeux énergétiques aussi, parce qu'on s'intéresse de plus en plus, on tourne de plus en plus de sujets autour de la transition énergétique. C'est des sujets qui aujourd'hui dans les sociétés sont extrêmement importants et sur notre impact environnemental aussi ont une importance capitale. Donc on fait beaucoup de sujets là-dessus. Et on a aussi fait une série qui s'appelle Solutions. Solutions, on l'a fait en partenariat avec le ministère de la Transition écologique parce que Energy Observer est ambassadeur des objectifs de développement durable. Donc les objectifs de développement durable, c'est un programme qui a été adopté par l'ONU en 2015. Il y en a 17 et l'objectif, c'est de se dire si on veut atteindre nos ambitions climatiques, avoir des sociétés qui soient plus respectueuses de l'environnement, plus inclusives, etc. C'est pas que sur l'environnement ça joue, c'est aussi sur l'économie, sur l'accès à l'emploi, l'égalité homme-femme, etc. Donc ces 17 objectifs en fait parlent de ces enjeux et c'est un peu une feuille de route pour les entreprises, les États, les collectivités pour dire tiens, ce serait quoi nos ambitions si on veut être plus, on va dire, durable. Et nous, on fait des vidéos pour montrer des projets qui répondent un peu à ces ambitions. Et ces vidéos, en fait, suivent le tracé du bateau. Donc aujourd'hui, on en a fait 70, on en aura fait une centaine d'ici l'année prochaine. Et elles sont toutes disponibles en français et en anglais, pareil, sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, je repasse la parole à Jean-Baptiste qui va vous parler du coup du retour d'expérience du navire et des autres technologies qu'on a déjà commencé à développer depuis 2019. Alors, donc, on essaie de transformer l'essai avec Energy Observer Développement. Energy Observer Développement, donc tu vas vraiment profiter de toute l'expérience qu'on va accumuler à bord du bateau. Donc, première chose, avec ce que je vous disais, l'EMS, l'Energy Management System, puisque là, finalement, ce super logiciel qui peut gérer en fait toute la partie énergétique de votre bateau, de votre maison, de votre immeuble, suivant le système énergétique dont vous allez avoir besoin. Donc là, on a sorti, maintenant, il y a un peu plus d'1 an, une pile. Donc c'est un groupe Electro H2. Donc, vous voyez, ça fait à peu près 2 mètres par 1 mètre sur 2 mètres de haut. Donc ça va être un groupe électrogène qui, lui, ne va pas fonctionner au diesel, mais à l'hydrogène. Donc c'est une pile à combustible. Donc c'est du plug and play. Vous voulez faire, un événement chez vous, vous voulez pas de mauvaises odeurs d'hydrocarbures ou de bruit, parce que ça va être totalement silencieux. Et ben vous pouvez vous procurer en location ou en achat. Non, je plaisante parce que je ne suis pas du tout dans la branche business, vraiment non-profit de mon côté, mais voilà, donc c'est ce genre de produits qu'on propose aujourd'hui. On propose aussi des refits de bateaux, donc avec des piles à combustible, c'est-à-dire vous transformez sur un bateau, au lieu vous retirez donc votre moteur diesel et vous mettez à la place un moteur électrique
Et donc après, vous avez du stockage hydrogène, etc. Enfin, c'est le genre de choses qu'on essaye de faire. Donc là, vous pouvez voir un petit peu tous les endroits où s'adapte ce groupe Electro H2. Donc que ce soit pour loin de tout, pendant des événements, genre là ils avaient fait l'événement à Illemans. Donc ça c'était plutôt sympa, vu que si vous voulez vraiment pas de bruit pendant votre circuit, voilà, vous pouvez prendre ces groupes électrogènes, ces groupes électro H2, pardon. Donc on a une deuxième pile à combustible, mais là donc pour les refits, ce que je vous disais juste avant, pour les refits de bateaux, donc soit du refit ou alors un bateau neuf. Donc là c'est l'Arex H2 mais qui est beaucoup plus compact. Donc là c'est pareil, c'est un produit qui est parfait si vous ne voulez pas produire de CO2 et de particules fines. Donc là après, donc on travaille sur plusieurs projets, donc avec des constructeurs de bateaux de plaisance, des pêcheurs, pour justement faire des refits, donc de changer les propulsions donc par des piles à combustible et des moteurs électriques, etc. Et là c'est les deux bateaux aussi neuf qu'on propose. Et là, c'est le futur projet. Donc, Energy Observer 1, on va dire que c'était un démonstrateur pour la plaisance. Donc, plutôt pour que les gros yachts de luxe puissent moins polluer et avoir un autre modèle énergétique. Et donc, Energy Observer 2, ça sera un démonstrateur, mais celui-là pour la marine de mer. C'est un porte-conteneur de 155 mètres. Donc là, actuellement, on est en train de monter les budgets pour pouvoir construire ce bateau. Donc 155 mètres, largeur 24 mètres 50, 12 000 conteneurs. Qu'est-ce qui est intéressant, donc voilà, la mise en service est prévue en 2027. Donc ça va être le prochain projet une fois que on aura déjà ramené le premier bateau. Du coup, là, la propulsion donc sera électrique. Donc pareil, hein, on produira donc de l'hydrogène, mais cette fois-ci, ça sera de l'hydrogène liquide et pas gazeux comme on a à bord du bateau. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que l'hydrogène sous forme gazeuse, c'est très léger si vous comparez avec du fuel. Mais le problème après, ça va être le volume que ça va prendre en fait, qui va prendre le pas en fait sur le volume de cargaison. Et donc, si vous comparez une capacité de fuel lourd avec une capacité d'hydrogène, donc pour la même énergie, c'est en gros 10 fois plus volumineux pour l'hydrogène sous forme gazeuse. Et c'est pour ça que sur ce projet, pour gagner un petit peu en volume pour la cargaison, là, on va être sur de l'hydrogène liquide qui, cette fois, sera seulement 4 fois plus volumineuse que notre capacité de fuel lourd. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler. Alors, c'est pas qu'un porte-conteneur, parce que derrière, en gros, il faut créer toute la filière donc, de production. Donc, la production d'hydrogène liquide, un liquéfacteur. Donc ça, c'est pas évident parce que vous pouvez pas produire de l'hydrogène liquide où vous voulez. Mais ensuite, il va falloir, construire toute la distribution qui est autour. Donc c'est-à-dire, tout simplement la distribution entre votre usine et votre petite barge qui va venir avitailler en fait votre porte-conteneur. Donc en gros, voilà, il y a tout un microcosme à créer et voilà, c'est le prochain projet. J'ai déjà hâte. On va déjà ramener le premier. Voilà. Alors, on a terminé la présentation. Maintenant, on aimerait savoir si vous avez des questions à nous poser, que ce soit sur le bateau, le tour du monde, l'équipage, la vie à bord. L'idée est de vous répondre.
sur la dernière image, vous indiquez CGA, C'est CMA, CGM. c'est la troisième plus grosse boîte mondiale de transport en fait. C'est ça, de transport de conteneurs. De conteneurs, ouais. Et vous êtes en accord, vous avez un partenariat déjà avec eux? Ouais, on a déjà un partenariat avec eux depuis 3 ans maintenant. Donc pour eux, il y a un vrai intérêt. Ah bah oui. Parce qu'en fait, l'OMI, c'est l'Organisation Maritime Internationale, donc en gros qui permet d'imposer une réglementation internationale à toute la flotte, donc au niveau mondial. Elle a, comment je veux dire, ils sont assez ambitieux en termes de diminution de la pollution des bateaux de commerce, puisque il y a déjà des objectifs qui sont donnés pour 2025. Et c'est vrai que ce qu'on a pu voir pour le moment, et ce qui fait un peu, pas peur, mais on se dit qu'ils n'ont pas pris la mesure de la tâche, c'est que pour le moment, beaucoup de compagnies en fait, marines marchandes n'ont pris comme seul... pour diminuer la pollution, pour l'instant, ils se disent juste qu'ils vont diminuer la vitesse des bateaux. Ça, déjà, ils savent qu'en diminuant la vitesse de quelques nœuds, ils vont pouvoir économiser un quart, en gros, de rejet dans l'atmosphère. Donc c'est pour ça qu'on est aussi sur le coup pour essayer d'activer un petit peu tout ça, parce que on sent que ça a un petit peu du mal à bouger. Mais ce qui est normal après, parce que c'est le jeu, les politiques doivent aider en mettant les moyens pour pas que ce soit non plus que les privés qui mettent leurs moyens. Donc voilà, c'est un petit jeu intéressant. Vous avez des questions? Est-ce que certains ont été intéressés? Et puis on aura une question technique ou non? Les jeunes, est-ce que ça vous a intéressé? Ah si, j'ai monsieur là. Je m'en doutais. Ah, une question stupide? Il n'y a jamais de question stupide. Pourquoi le capitaine a-t-il une chambre double? Ça, c'est les privilèges ancestraux. Il n'y a pas que le capitaine qui a une chambre double, donc ça reste moderne. Non, parce que du coup, sur une des vidéos, effectivement, on est une dizaine. Mais en vrai, on est que 5 à bord, donc chacun a sa cabine. Pas forcément double, effectivement, mais ouais. Alors là, c'est hyper dur de bosser là-dessus, parce qu'en fait, déjà... ce qu'il faut voir, c'est qu'on dénigre très souvent l'hydrogène. Donc c'est normal, après c'est un peu le jeu des lobbies. Et c'est vrai qu'on compare donc toujours un moteur diesel avec des rendements, on va dire autour de 25%. Et sans finalement parler du coût de l'extraction en amont, etc. Donc c'est vrai que c'est difficile en fait à comparer, et je pense que c'est fait un peu exprès pour pas qu'on puisse comparer trop facilement et se dire que l'hydrogène c'est vraiment l'idéal. Alors nous, c'est vrai qu'on s'est dit pourquoi l'hydrogène, parce que sur le premier démonstrateur, on avait envie de trouver en fait un mix énergétique où ce soit pas plus une énergie renouvelable ou plus la pile à combustible. On voulait vraiment que ce soit assez bien réparti. Donc c'est pour ça qu'on trouve que c'est plutôt pas mal comme modèle. Après, comme disait Anaïs, pour les énergies renouvelables, ce qu'il faut voir, c'est que géographiquement, on trouvera toujours 1, 2, 3, 4, 5 énergies renouvelables disponibles dans la nature. Mais après, c'est à vous, quand vous allez construire en fait votre... que ce soit votre ferme éolienne, votre ferme solaire, etc., qu'elle soit suffisamment grande pour que quand vous êtes en excédent d'énergie, donc pour le solaire par exemple, quand le soleil est au zénith, vous puissiez en fait stocker cette énergie sous forme hydrogène.
Donc ce qui permet aussi d'avoir moins de batteries. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Parce que les batteries, comme vous le savez, il faut des métaux rares pour les produire. Et donc ces métaux rares, bientôt, il n'y en aura plus. Et puis on sait ce que ça fait. Après, dès qu'il y a une rareté dans le produit, ça va générer des frictions, voire des guerres, etc. Hein, donc ça, c'est aussi pas terrible. Et aussi, le fait de produire l'hydrogène, parce que l'hydrogène, c'est vrai que c'est bien. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça dépend comment vous produisez votre hydrogène. Là, à bord, vous produisez l'hydrogène avec le soleil. Donc ça veut dire que toute la boucle, quand vous produisez votre hydrogène et vous consommez votre hydrogène, en gros, votre pot d'échappement, c'est de l'eau, 0 particules fines, 0 émission de CO2. Donc, ça veut dire que vous avez un cercle vertueux. Donc ça, c'est quand même super intéressant parce que tout est propre, ok ? Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'actuellement, 90% de l'hydrogène produit dans le monde, c'est de l'hydrogène gris, donc qui est produit à partir du méthane. Et là, c'est pas du tout la même musique, puisque c'est générateur de beaucoup de CO2. Donc, il y a quand même beaucoup de choses à réfléchir. L'hydrogène, c'est bien, mais ça dépend comment vous la consommez, quoi. Il y a des constructeurs automobiles actuellement qui travaillent sur des concept cars avec des panneaux photovoltaïques et puis qui couvrent l'ensemble du véhicule, un peu comme votre idée sur le bateau en fait. Et c'est vrai que ces idées d'hydrogène, c'est quand même passionnant. Enfin, ça doit être passionnant. Moi, j'ai juste une dernière question parce que je sens que la tension commence à baisser. C'est un peu dommage d'ailleurs, mais ça doit être passionnant de travailler sur un concept ou sur un prototype de cette nature-là qui a autant d'importance, je trouve, moi, pour l'avenir de ces jeunes-là. Là, clairement, vu votre branche, je pense que vous avez quand même un large panel d'emplois qui peut vous être proposé. Moi, je sais que j'ai fait marine marchande. J'ai eu beaucoup... il y avait pas mal de personnes de ma classe qui est arrivée de STI. Et c'était vraiment un bon niveau déjà à l'école de marine marchande. Donc je ne sais pas ce que vous voulez faire derrière. Mais en tout cas, tous les emplois derrière qu'il va y avoir sur les énergies renouvelables, ou je ne sais pas si vous avez envie d'être marin ou pas, mais bref, vous avez une branche assez intéressante. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, excusez-moi, pour revenir à l'hydrogène, parce que c'est hyper intéressant, mais qui est hyper controversé. Là, pour être vraiment franc, entre nous, sur votre périple, vous arrivez à être autonome vraiment à 100% ou vous êtes obligé de recharger vos bonbonnes d'hydrogène dans chaque port? Alors, après, donc, c'est vraiment l'autonomie qu'on cherche depuis le début, en fait, si vous voulez, on peut dire qu'on est autonome à 100% si on a le temps. Donc, c'est-à-dire, c'est là aussi où ça fait réfléchir un petit peu plus, c'est que là, on est sur des productions d'énergie, donc on va dire encore à l'échelle humaine. Et donc, c'est vrai que si on a le temps, donc, ça veut dire qu'on a besoin d'une vitesse moyenne un petit peu moins élevée, et donc on va consommer beaucoup moins. Et à ce moment-là, on est vraiment autonome à 100%. Mais après, c'est difficile de vous dire si on est autonome ou pas. Mais par contre, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous donner comme anecdote, c'est deux traversées totalement différentes. Donc une traversée entre Hawaï et la Nouvelle-Calédonie. Donc c'était 3600 milles, 27 jours de navigation. Sur 27 jours de navigation, donc avec des conditions plutôt pas mal, donc le vent dans le dos, le courant, du soleil, etc. On a consommé 50% de notre hydrogène en 27 jours. Donc on était loin d'être arrivé à plat. Et par contre, la pire des naves que j'ai faites, c'était entre Singapour et la Thaïlande, où là, du coup, on était en pleine saison des pluies. Donc là, c'était pas du tout la même limonade, puisque du vent dans le nez, du courant dans le nez, pas de soleil. Et en 8 jours, on a consommé 100% de notre hydrogène. Vous voyez, un petit peu comme ça.
Mais après, ce qui est intéressant, c'est vrai que c'est de voir aussi que là, on fait un tour du monde, donc c'est compliqué d'avoir la bonne brique technologique pour le monde entier. Mais après, c'est là où il faut qu'on réfléchisse dans ce sens, c'est que les bateaux doivent faire finalement tout le temps la même ligne, et c'est à nous de trouver quelles vont être les meilleures briques à bord pour pouvoir consommer le moins possible ou produire le plus possible. Parce que, ouais, juste pour qu'on laisse tomber un petit peu la voile, en fait, ou l'aile, j'ai l'impression que là, dans votre projet numéro 2, il n'y a plus d'aile, a priori. En fait, au départ, c'était prévu. On voulait vraiment mettre des ailes. Moi, comme je vous disais, en tant que en tant que marin, que ce soit à la voile ou de commerce, j'y crois à fond dans ces ailes sur pas mal de types de bateaux marines marchandes. Parce que vous pouvez en mettre 2, 4, 6, 8, le nombre de paires que vous voulez. Mais par contre, c'est peut-être pas forcément le plus adapté sur un porte-conteneur. Et là, pour ce démonstrateur-là, en plus, on a dans le cahier des charges, la ligne, ça va être en gros du Bilbao-Rotterdam. Et du coup, en travaillant un petit peu sur tout ce qui est fichier météo, de voir un petit peu les conditions qu'on va rencontrer, c'est plus intéressant de mettre des ailes dessus. Par contre, c'est Neoline. Oui, et il y a VPLP aussi avec la canopée qui les La utilise. Canopée, là, qui a été mis à l'eau il y a ils ont commencé un an les et demi. rotations avec la Guyane déjà. Et ils ont intégré les ailes il y a 2-3 mois. Ouais, et du coup, ça doit faire 15 mois. Mais là, c'est hyper intéressant parce que la canopée, elle va venir délivrer les morceaux d'Ariane 6, enfin Ariane 5 parce qu'Ariane 6, on n'y est pas encore, mais donc il va venir déposer les tronçons donc en Guyane. Et là, typiquement, les ailes sont vraiment bien adaptées pour une transat avec les alizés déjà dans le sens est-ouest. Ouais, et si je peux peut-être juste rajouter quelque chose là-dessus, effectivement, quand on voit en fait Energy Observer 2, la manière dont il va être, tout ce qui était opération à la fois de chargement, déchargement des containers et aussi de remplissage d'hydrogène liquide n'était pas forcément adapté avec le fait d'avoir des ailes. Mais nous, après, ce qui est important de comprendre dans la philosophie, je dirais, d'Energy Observer, c'est qu'on ne dit pas qu'une énergie est forcément mieux qu'une autre. C'est sur IO1, le laboratoire, on teste plein d'énergies, on les fait bien fonctionner entre elles. Après, selon les usages et les applications, vous n'avez pas forcément besoin de... On ne dit pas qu'il faut mettre de l'hydrogène partout, si je caricature et que je force les traits. C'est de se dire, il y a les batteries, l'hydrogène, le solaire, l'éolien, tout ça est complémentaire. Après, selon l'usage qu'on a, les besoins de production, d'autonomie, on utilise l'un ou l'autre, deux ensemble, etc. Et effectivement, toutes les recherches autour d'Energy Observer 2 ont fait évoluer le projet là depuis 2 ans, où les ailes ont été laissées de côté parce que par rapport aux besoins, ça créait plus de contraintes que d'avantages. Est-ce que vous avez de la 4G, un truc du genre, pour parler avec les proches? C'est un gros sujet. Même de la 5G là-bas. Je sais pas, quand tu es dans le dotatif de l'Atlantique, je sais pas. Eh ben, en fait, si tu veux, quand tu te retrouves au milieu de l'Atlantique, t'as que les communications satellites qui fonctionnent. Et du coup, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut à bord pour pouvoir communiquer. Alors, je sais pas, je me disais que, vu votre section, je voulais vous montrer juste... mince, c'est quoi la diapo Flashback. Ouais. Donc, vu votre section, en fait, je sais pas Allez, une dernière. Je sais pas si cela pouvait vous intéresser. Ouais. À moins qu'il y avait peut-être une question avant, pardon. Une anecdote. Bon, moi, il y en a pas mal, mais c'est vrai que il y en a une. Je me souviens d'une nuit. C'était dans le nord de l'Australie. En fait, on était entre la Nouvelle-Calédonie et l'Indonésie, avec beaucoup d'orages. Et quand vous êtes sur un bateau électrique et que vous comptez 1 et que vous entendez tout de suite, si vous voulez, le tonnerre, et que comme ça dure pendant 15 minutes, c'est un peu flippant. Ouais.
Alors ça, c'est hyper intéressant. Du coup, La durée de vie des panneaux solaires, il demandait votre camarade. Donc là, en fait, nous, ce qu'on a pu voir avec les panneaux qu'on a expérimentés, alors après, c'est pas simple parce que tu as 10 000 fabricants différents, mais ce qu'on a pu voir, c'est que, par exemple, il y a des vraies contraintes thermiques et en termes d'UV, quand on est sous les tropiques, où on a cramé pas mal de panneaux solaires qui, normalement, étaient donnés, tu vois, pour 20 ans. Mais après, je pense que quand on est hors tropique, effectivement, maintenant, ils sont en train de donner des 50 ans de vie. Effectivement, c'est possible. Mais après, tu vois, c'est un projet où on a testé tout un tas de technologies, mais c'est un petit peu le pari, le coup de dé, de savoir est-ce qu'on va pouvoir miser sur le bon cheval, entre guillemets, parce que derrière, ça marche pas forcément. Mais pour les panneaux solaires, déjà, en termes de météo, ils ont fait beaucoup de progrès. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est que plus il y a de moyens, plus il y a d'investissements, et en fait, plus ça progresse. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on arrive maintenant quasiment à des panneaux qui sont 100% recyclables. Donc je pense que, voilà, tout n'est pas encore parfait. C'est là où il ne faut pas se dire c'est blanc ou noir, hein, c'est encore très nuancé. Mais effectivement, si on ne met pas les moyens pour essayer de développer toutes ces technologies-là, forcément, on n'y arrivera pas. Mais je suis d'accord, après, je ne veux pas te promettre, tu vois. Juste par rapport à ça, ce qu'on peut mentionner aussi, c'est que l'intérêt du bateau, c'est de tester les panneaux dans des conditions qui sont hyper exigeantes et donc très différentes de ce qu'il y aurait si le panneau il est sur le toit d'une maison et que c'est des conditions qui sont équivalentes. Alors que sur le bateau, il y a de la salinité, de la corrosion, de l'humidité, les vagues, etc. Et l'idée, c'est de faire des retours d'expérience aux constructeurs. Donc on bosse avec Solbian, qui est une boîte italienne qui fabrique des panneaux. Et les retours d'expérience qu'on a sur le vieillissement, nous, à bord du bateau, qui est plus accéléré que dans des environnements de laboratoire, permet en fait, eux, d'améliorer leur technologie derrière. Donc l'idée, c'est un peu de les mettre à rude épreuve, ces panneaux, pour que derrière, ils soient plus résistants et puissent s'adapter à différents types d'environnements. Et donc, du coup, on a testé toute une tas de séries de panneaux qu'on leur renvoie et qu'ils analysent après derrière. Parce que, c'est suivant les polymères employés, etc. Enfin, il y a pas mal de choses. Après, les panneaux en verre sont moins soumis, par exemple, sous les tropiques, à ces problèmes. Enfin, c'est hyper intéressant parce qu'il y a pas mal de choses. Hein. Et en fait, je trouvais ça intéressant là, de vous montrer l'architecture électrique du bateau, pour vous montrer un peu l'usine à gaz que c'est, malgré un bateau de 31 mètres. Et donc du coup, là, vous pouvez voir tous les panneaux solaires. Donc en gros, on a 2 bus 400 volts continu. Ok, on fonctionne en courant continu. Et par contre, les panneaux produisent en 24 volts. Donc on a besoin de convertisseurs pour augmenter la tension de 24 à 400 volts. On a choisi 400 volts parce que 400 volts, plus la tension va être élevée, vous allez diminuer donc l'intensité, donc la section de tous vos câbles à bord. Donc on a pu gagner en poids grâce à ça. Et après, c'est ça le jeu, d'essayer de trouver toujours le meilleur compromis entre le poids, la consommation, la production, etc. Voilà. Et après, donc, ce qui est un peu rigolo, entre guillemets, c'est qu'on a un peu tous nos appareils qui fonctionnent avec des tensions différentes. Donc la pile va produire, par exemple, en 790 volts, qu'il va falloir diminuer en 400 volts. Là, on est vraiment sur une architecture électrique comme vous retrouverez dans l'industrie, ou sur les bateaux, si vous avez envie d'aller sur les bateaux, où en fait... Vous pouvez séparer en 2 votre bus et bon, je sais pas si ça vous intéresse en fait. Alors, des bombes, c'est des réservoirs. Non, alors ça c'est assez marrant, mais du coup on peut aller vraiment partout. Ouais. Parce que en fait, tout simplement parce qu'il y a encore un gros vide
juridique. Donc déjà, ça facilite beaucoup les choses. Mais ensuite, moi, personnellement, en tant qu'utilisateur, la techno qui me fait le plus peur à bord, c'est pas l'hydrogène. Parce qu'au final, l'hydrogène à bord, tout est maîtrisé pour plusieurs raisons. C'est déjà le stockage et en extérieur. Donc vous n'arrivez jamais, si vous voulez, à des proportions d'hydrogène dangereuses dans l'air. Tous les locaux où il va y avoir des tuyaux hydrogène à passer, vous allez avoir en gros des analyseurs en continu pour voir le pourcentage aussi d'hydrogène dans le local. Et à un certain seuil, vous stoppez l'installation, vous fermez les vannes, vous avez de la ventilation en extra pour pouvoir renouveler l'air dans le local. Donc c'est parfaitement maîtrisé. Moi, ce qui me fait le plus peur à bord du bateau, c'est les batteries lithium-ion 400 volts, où là on sait pertinemment que si jamais il y a un problème de BMS, donc de gestion de l'énergie, qu'il y a une réaction électrochimique qui peut monter jusqu'à 2500 degrés, on n'a plus qu'à prendre les radeaux de sauvetage et abandonner le bateau. Voilà. Vous en avez marre à ce point-là? Il y a notre professeur qui a encore une question, s'il vous plaît. Oui, il marche? Non, je ne suis pas sûr. Oui, au niveau des transports des passagers, au niveau des paquebots, par exemple, qui sont construits à Saint-Nazaire, est-ce qu'on peut imaginer justement que ce soit bien adapté pour ce genre de conduite où on n'est pas trop pressé? Du coup, pour l'instant, ils font ce qu'on appelle du dual fuel. Donc ça, c'est des moteurs en fait diesel, mais qui vont fonctionner avec deux systèmes d'injection. Un système d'injection au fuel lourd, mais aussi un système d'injection gaz. Et c'est vrai que pour l'instant, ils sont très en retard. Ils sont plutôt sur le gaz, mais du coup, le méthane, quoi. Ouais, c'est ça, c'est des pods, c'est des moteurs électriques. Donc au final, après, c'est juste des gros groupes électrogènes. Mais pour l'instant, ouais, c'est... Mais de toute façon, les gros paquebots, déjà, c'est une hérésie. C'est... Ouais. Merci beaucoup. Vous avez Merci d'autres questions? Merci à vous. J'espère que ça vous ait vraiment intéressé et en vous souhaitant un bon appétit, messieurs, dames, sortir tranquillement.